Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc je pense qu'il y a la plupart des personnes qui se sont connectées. On va pouvoir démarrer. Avant toute chose, donc je vous remercie, on vous remercie de s'être connectés pour notre webinaire exposition des enfants aux rayons ionisants en imagerie médicale. Pour tout d'abord, je vais vous un petit peu vous présenter les intervenants de ce soir. Donc, nous avons le docteur Jean-Charles Guilbault, qui est radiologue libéral, et le docteur Frédéric Coutonnier, pédiatre libéral, élu au sein de l'URPS Médecins Libéraux. Donc, nous tenons aussi à dire que cette action est financée par l'ARS. Et alors, je vous présente un petit peu le programme de ce soir. Donc, on va laisser nos intervenants faire la présentation du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions à chaque fin de partie. Donc, ils se feront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. À la fin du webinaire, nous mettrons aussi dans l'onglet chat un lien pour le questionnaire de satisfaction, voilà, pour voir un petit peu si vous aviez été satisfait de ce webinaire et pouvoir aussi du coup se rendre compte de ce webinaire, s'il a été satisfaisant, et voir s'il y a d'autres pistes éventuellement à améliorer ou à mettre en place par la suite. Donc, je vais peut-être laisser la parole au docteur du coup Guilbault. Hop. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, on va effectivement parler des rayonnements ionisants et en particulier de la problématique de la radiopédiatrie, où, vous le savez, il est important de limiter au maximum l'exposition des enfants à ces rayonnements. Alors, le plan de la présentation, je vais d'abord définir un petit peu ce que c'est que les rayonnements ionisants. Pourquoi limiter l'exposition des enfants? Ensuite, on abordera les trois grands principes de radioprotection. On vous exposera également quelques outils qui sont destinés à aider le praticien à s'y retrouver dans l'indication des examens en imagerie médicale. Et on conclura en répondant à toutes les questions. Alors, on m'a dit que les questions, vous deviez les poser sur l'item questions et pas dans le chat. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement ionisant? Comme son nom l'indique, c'est un rayonnement qui est doté d'une énergie suffisante pour ioniser un atome, c'est-à-dire éjecter un électron de l'orbite électronique de cet atome. Alors, quand on parle de rayonnement ionisant, c'est un spectre parmi les rayonnements électromagnétiques qui sont de nature photonique. Parmi ces rayonnements ionisants, je vous ai fait un petit schéma là, qui résume bien la problématique. Vous voyez que les rayonnements photoniques, eh bien, ils sont extrêmement divers. Ils sont caractérisés par leur longueur d'onde et inversement proportionnels à leur fréquence. Donc, ça va depuis les très basses fréquences à gauche, qui sont les ondes radio, les ondes de téléphone portable. Après, vous avez les ondes que dans les micro-ondes, par exemple. Ensuite, vous avez le rayonnement infrarouge. Et puis ensuite, la petite bande verte ici, c'est la lumière visible. Après, on passe dans les ultraviolets. Et puis, au fur et à mesure que la fréquence, vous voyez, là, en hertz, on est à 10 puissance 18, hein, on arrive donc des fréquences extrêmement élevées. On arrive aux rayons X et ensuite aux rayons gamma. Et ce sont uniquement les rayons X et les rayons gamma qui sont qualifiés de rayonnements ionisants, qui ont une énergie suffisante pour éjecter l'électron dont je vous parlais tout à l'heure de la couronne d'un atome. Les rayonnements ultraviolets ont leur propre toxicité, mais ce n'est pas via ionisation. Et puis la lumière visible et le reste, vous connaissez. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, alors, juste pour vous rappeler que tout ce qui est téléphone portable, ondes radio, écran d'ordinateur, etc., ça, ce n'est pas des rayonnements ionisants.
Alors pourquoi est-ce que les êtres humains sont, et en particulier les enfants, sont particulièrement exposés? C'est parce que tous ces rayonnements ont une capacité de pénétration qui, vous le voyez, est très variable selon leur nature. Hein. Alors les rayonnements corpusculaires, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, ont des énergies très élevées mais des capacités de pénétration assez faibles, à l'inverse des rayonnements électromagnétiques, comme les rayons X et les rayons gamma, qui ont une capacité de pénétration élevée. Heureusement, en particulier pour les rayons X, vous savez, qui peuvent être assez facilement arrêtés par un écran plombé. Alors, il est important de limiter l'exposition des rayonnements ionisants, bien parce qu'ils ont des effets possibles sur les organes. On verra tout à l'heure que les organes n'ont pas tous la même radiosensibilité, et on verra également que les enfants, par rapport aux adultes, ont une radiosensibilité particulièrement importante. Alors, les effets causés par le rayonnement ionisant, ils dépendent de deux choses, de la dose d'irradiation et puis également de son débit. Son débit, ça veut dire qu'une même dose délivrée de façon unique ou délivrée de façon fractionnée ne va pas avoir les mêmes effets. C'est d'ailleurs la base de la radiothérapie. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'organe concerné également, la radiosensibilité tissulaire, qui varie énormément. Ces effets des rayonnements ionisants sont de deux types. Il y a les effets qu'on appelle déterministes, qui sont causés par des doses importantes de rayonnements ionisants, et puis il y a les effets plus aléatoires, qui concernent également les hautes doses, mais également les basses doses, et ces basses doses, c'est celles qui nous intéressent en radiodiagnostic. Alors, les effets déterministes, ça veut dire qu'ils ne sont pas aléatoires, hein. Ils sont proportionnels à la dose. Et par exemple, il y a des exemples bien connus, hein, la radiodermite. Et la radiodermite, c'était en particulier au début du XXe siècle le lot quotidien des radiologues, puisqu'ils mettaient les mains directement sur les rayons. Il n'y avait pas du tout les limitations actuelles techniques qui permettent de réduire la dose. Et ils avaient quasiment tous des radiodermites. La stérilité, lorsqu'il y a des irradiations importantes sur les gonades. La cataracte également, lorsque le cristallin est irradié de façon importante. Alors, ces effets déterministes, il faut bien sûr en parler, mais il faut bien être conscient qu'ils ne concernent pas le domaine du radiodiagnostic. Hein. Ils concernent la radiothérapie, c'est même une de leurs bases. Ils concernent la radiologie interventionnelle, et là, c'est totalement involontaire, ça peut être des accidents de surdosage qui sont quand même très rares en radiologie interventionnelle répétée. Et puis, il peut y avoir également des accidents. Pour mémoire, je vous ai rappelé la dose létale d'une exposition du corps entier qui est de 6 gray. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'un gray. Et là, c'est des doses absolument énormes qu'on voit uniquement dans les accidents, dans quelques accidents nucléaires. À côté de ça, et c'est ces effets qui vont nous intéresser en radiodiagnostic, c'est les effets aléatoires, qu'on appelle également stochastiques, d'un nom un petit peu savant, mais on va retenir le terme d'aléatoire. Alors, ces effets, ils sont de type, et il y en a un que tout le monde connaît, c'est la cancérogénèse, et c'est celui qui va nous intéresser le plus ce soir. Il y en a un qui est plus hypothétique et finalement, en matière de radiodiagnostic, il n'y a jamais eu de preuve qu'il puisse y avoir des effets génétiques et héréditaires. Ces effets aléatoires, eh bien, leur probabilité, bien sûr, augmente avec la dose, mais sans aucune certitude. Et là, il y a des faits médicaux bien établis, comme les cancers survenus après des irradiations thérapeutiques, comme également les cancers qui surviennent chez l'adulte après des irradiations dans l'enfance. Là encore, ce sont des doses très importantes. Leur gravité est sans lien avec la dose, c'est-à-dire une fois que, puisqu'ils sont aléatoires, la gravité du cancer, qu'il soit radio-induit ou qu'il soit d'une autre origine, est la même. Et c'est là que je vais insister un petit peu plus. On considère par précaution que ces effets aléatoires n'ont pas de seuil de survenue.
et c'est en particulier l'étude faite sur les survivants des explosions nucléaires en 1945 d'Hiroshima et Nagasaki, qui a été très utile pour étudier l'effet des rayonnements ionisants sur la survenue des cancers. En effet, depuis 1950, et ça dure toujours cette étude, ça dure maintenant plus tellement sur les survivants parce qu'il n'y en a plus beaucoup, mais sur leur descendance, il y a 80 000 personnes qui sont suivies donc au Japon par une étude extrêmement rigoureuse. Et cette étude a montré que sur ces 80 000 personnes qui ont été comparées à une population témoin de 80 000 personnes également, il y avait un excès de cancer de 700 sur 80 000, en sachant que le risque de cancer dans une population générale, de toute façon, est d'environ 25%. C'est-à-dire que dans la population de 80 000, il y avait et dans la population témoin, 20 000 patients qui ont été touchés par un cancer. On a vu, et on a donc, cette étude a montré qu'il y a dans le bras irradiation nucléaire, il y avait 700 cancers supplémentaires. Et que ces 700 cancers supplémentaires, eh bien, rien n'était prouvé pour les basses doses. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 millisieverts, on va voir ce que c'est qu'un millisievert, eh bien, il n'y avait aucune certitude, il n'a pas été montré d'excès de cancérogénèse pour ces basses doses. Et ces basses doses, c'est celles qui nous intéressent en radiodiagnostic. Mais par principe de précaution, il a été décidé de considérer que le seuil de survenue n'était pas 100 millisieverts, mais qu'il était à 0. Donc la courbe, si vous voulez, était prolongée vers le bas, malgré le fait qu'on n'ait pas de certitude absolue sur la cancérogénèse induite par les basses doses. En pédiatrie, il faut signaler quand même que c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a des études épidémiologiques, là c'est pas des études statistiques ni rétrospectives, des épidémiologiques récentes, prospectives, une en particulier publiée dans Lancet en 2012 et une étude européenne EPICT en 2020 qui a montré qu'il y avait un faible excès de risque de développer une tumeur cérébrale ou une leucémie chez les enfants ayant eu un scanner. Et par exemple, dans l'étude récente EPICT, qui était une cohorte de 1 million d'enfants, qui avaient tous eu un ou plusieurs scanners cérébrales, eh bien, pour rapporter la statistique à la France, on sait qu'en France, il y a à peu près 300 cas de tumeurs cérébrales chez l'enfant, donc sur 10 ans, ça fait 3000 cas, et le surrisque lié dans cette population qui a eu un scanner cérébral était de 5 cas sur les 3000 cas attendus en France. Donc il y a un léger, et ça semble bien établi, d'où l'importance d'être vigilant en population pédiatrique. Alors, les mesures, je ne vais pas vous abreuver de doses physiques, mais il y a deux mesures à essayer de se souvenir. C'est la mesure de la dose de rayonnement absorbé par le corps humain, qui est le Gray, qui est divisé en milligray, centigray, milligray, etc. Et puis, il y a une autre unité qui est le sievert, qui n'est pas une mesure au sens propre du terme, puisque c'est une évaluation du calcul du risque associé à cette dose absorbée. Ça s'appelle également la dose en sievert et en millisievert et en microsievert, ce qu'on appelle la dose efficace. Donc, il y a ce petit schéma là, qui est un petit peu simpliste peut-être, mais qui résume bien la situation. Vous voyez ce dormeur qui est sous son pommier, il reçoit un certain nombre de pommes alors qu'il fait sa sieste. Ça, c'est la dose absorbée en pommes, si je puis dire. Et puis, finalement, la dose efficace qui va vraiment avoir un impact sur son corps, vous voyez, là, il a un petit cocard sur la tête, c'est ce qu'on appelle la dose efficace, et ça varie selon les organes. Donc, c'est une dose calculée, ce n'est pas une dose mesurée. En utilisant des facteurs de pondération tissulaire, vous voyez, ici, je vous ai résumé à droite les différents facteurs de pondération tissulaire, dont le total est bien sûr égal à 1. Et vous voyez qu'il y a des organes qui sont beaucoup plus radiosensibles que d'autres. Hein. La peau, les glandes salivaires, les surfaces osseuses sont très peu radiosensibles, alors que le sein, le poumon, le tube digestif, estomac, côlon, et puis bien entendu la moelle osseuse
est beaucoup plus radiosensible. Et il faut savoir également que cette classification est évolutive. Je vous ai rappelé qu'en 2007, suite à des différentes études épidémiologiques, la commission internationale qui s'occupe de ces problèmes de radioprotection a fortement augmenté le facteur de pondération du sein et diminué celui des gonades. Donc cet outil, cette expression en sievert de l'irradiation est très utile parce qu'elle permet de comparer les différentes techniques, par exemple la médecine nucléaire et la radiologie ou la radiothérapie. Donc c'est intéressant et puis ça permet également de communiquer. Alors la radiosensibilité du fœtus et de l'enfant, eh bien on en a parlé tout à l'heure. Les tissus sont d'autant plus radiosensibles qu'ils sont moins différenciés et que leur activité mitotique est plus grande et programmée sur une longue période. Donc, comme vous le savez, bien entendu, en pédiatrie, eh bien, les organes sont en croissance, il y a une proportion importante de cellules jeunes, l'espérance de vie est élevée, donc cette espérance de vie est majeure, bien entendu, la probabilité d'apparition d'un effet secondaire carcinologique. C'est sûr qu'une irradiation à 5 ans, c'est pas pareil qu'une irradiation à 65 ans. Potentiel génétique, il y a théoriquement un risque sur la descendance. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, sur la population d'Hiroshima, dont je vous parlais tout à l'heure, et sur la descendance, il n'a jamais été prouvé quoi que ce soit en matière de transmission de risque génétique sur la descendance. Et puis, il y a également sur le fœtus, en fonction du moment où l'irradiation qui ne devra pas exister se produit, il peut y avoir un risque malformatique et un risque neurologique. On peut rentrer en détail après, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce risque malformatif ou neurologique survient pour des doses bien supérieures à celles utilisées en radiodiagnostic et qu'en pratique, l'irradiation fœtale est quand même très peu associée à des risques pour le fœtus, du moins dans le domaine du radiodiagnostic. Alors, donc là, je vous ai... alors, il y a deux schémas un petit peu compliqués. Là, celui de gauche, c'est une statistique de 2015 qui montre, c'est une moyenne, la dose efficace annuelle moyenne par enfant en microsievert en France. Vous avez l'âge de 0 à 15 ans, et puis vous avez la dose en microsievert. Là, vous voyez, c'est des doses très basses en microsievert. Et puis en couleur, vous avez les types d'imagerie par rayon ionisant. En bleu, la radiologie conventionnelle. En vert, le scanner. Et puis les autres, c'est la radiologie interventionnelle, médecine nucléaire et radiologie dentaire, vous voyez, qui sont très marginales en moyenne pour la population pédiatrique. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 1 an et 15 ans, eh bien, là, il y a une augmentation régulière des doses délivrées par les examens d'imagerie qui se partagent essentiellement entre la radiologie conventionnelle et le scanner. Le scanner est finalement jusqu'à 10 ans est assez peu présent et puis il augmente régulièrement parce que finalement après 10 ans et au fur et à mesure que l'adolescence se produit, on va un petit peu vers l'âge adulte. Il y a un point particulier, c'est entre 0 et 1 an, vous voyez, il y a un pic et ça c'est lié essentiellement, puisque c'est une moyenne, aux populations pédiatriques de réanimation qui bénéficient ou qui subissent, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et en particulier en réanimation des radiographies thoraciques quasiment tous les jours, ce qui contribue à majorer la dose d'irradiation. Alors à droite, c'est assez intéressant parce que on voit que là à droite, c'est la fréquence des examens. À gauche, c'était donc la dose d'irradiation et à droite, vous voyez que la fréquence des examens montre que la radiologie dentaire représente 41% des actes, alors que si on se repart à gauche, là, l'irradiation est très faible. C'est la petite ligne rouge. Que la radiologie conventionnelle, qui est en vert ici,
est en bleu à gauche, là, représente la majeure partie des actes, mais à peine la moitié de l'irradiation. Et ce qu'il faut bien voir tout de suite ici, c'est que le scanner, qui représente un peu plus de 2% des actes de radiologie, eh bien, si on revient vers la gauche, vous voyez que en termes d'irradiation, c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment le scanner, c'est une technique extrêmement utile, hein, bien sûr, hein, ça personne n'en doute, mais qui est également la plus irradiante parmi les techniques d'imagerie. Et d'où l'importance chez l'enfant de bien peser les indications. Alors, vous voyez également sur la figure de droite que la radiologie, vous avez les doses en millisievert, que la radiologie dentaire, la radiologie thoracique, finalement, c'est des doses assez faibles, hein, même très faibles. Et vous voyez que dès qu'on arrive au scanner cérébral, on passe un peu au-dessus d'un millisievert, pardon, et un scanner abdominopelvien, là, on est à 12 millisievert. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même il faut bien avoir conscience de ce différentiel d'irradiation entre les différentes techniques. Alors, les principes de la radioprotection sont au nombre de 3. Alors, il y a ce qu'on appelle la justification des examens, il y a l'optimisation et puis la limitation. Alors, la justification, eh bien, c'est vraiment là que le clinicien intervient. Hein. Qu'est-ce que c'est que la justification? C'est la demande d'examen, en fait, la raison pour laquelle l'examen est demandé. C'est la confirmation argumentée de l'indication clinique et du choix de la technique d'imagerie. Cette justification, eh bien, elle comprend, bien sûr, la vérification des examens radiologiques précédents. Est-ce que, par hasard, l'examen que je vais demander n'a pas déjà été fait dans un passé relativement récent? Et on s'aperçoit que c'est assez fréquent. Hein. Nous, en radiologie, on a la chance d'avoir les PACS devant le nez. Les PACS, c'est des outils d'archivage des images. Et on a tous les antécédents des patients, du moins ceux qui sont faits dans le même établissement. Et on s'aperçoit des fois que l'examen a été fait il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il n'est pas vraiment utile de le répéter. Et puis, il y a également une analyse des avantages et des risques potentiels de l'exposition. Est-ce que l'examen que je demande est vraiment utile? Est-ce qu'il va changer la prise en charge? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il faut se précipiter tout de suite? Il ne faut pas mieux attendre? Et puis également, très important, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de substitution à performance égale? Et là, je pense en particulier, bien sûr, aux examens non irradiants que sont l'échographie et l'IRM. Alors bien sûr, peut se poser, en particulier en situation d'urgence, le problème de la disponibilité. Et puis également, on peut toujours réfléchir également au coût éventuel de ces examens. Mais en matière de radiopédiatrie, je pense qu'il faut vraiment penser en premier lieu, dans beaucoup d'indications, à l'échographie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue médico-légal, la responsabilité est partagée entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'examen, et que dans le Code de la santé publique, la décision finale appartient au praticien réalisateur. Alors, dans l'optimisation, eh bien, il y a un principe qui est très connu maintenant avec un acronyme qui ALARAS, c'est-à-dire As Low as Reasonably Achievable, c'est-à-dire une exposition aussi basse qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Alors, ça passe, cette optimisation, par des techniques de réduction de dose que je ne vais pas vous détailler parce que là, c'est vraiment du domaine du radiologue. Donc, le matériel, la formation des manipulateurs, la formation des radiologues, les multiples contrôles et qualités qui sont maintenant obligatoires. Il faut savoir également qu'à l'heure actuelle, il y a la possibilité, en particulier pour l'étude de la statique des membres inférieurs ou pour l'étude des scolioses, de demander
des radiographies faites selon la technique EOS, qui est maintenant de plus en plus disponible dans les centres d'imagerie et qui permet de réduire de façon très importante la dose d'irradiation et qui donne des images tridimensionnelles d'excellente qualité. Et puis encore une fois, bien sûr, dès que possible, de privilégier l'échographie et ou l'IRM plutôt que la radiologie conventionnelle et les scanners. Alors là, je vous ai fait un petit rappel. Question là. Alors, je m'arrête. Du coup, vient le moment du sondage et de la question. Donc, vous allez voir sur le petit onglet. Alors, désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis le docteur Frédéric Coutenier. Je vous remercie d'être tous là. Donc, dans le sondage, en fait, vous avez la possibilité de remplir la question du sondage. Et donc, c'est connaissez-vous l'outil Adérim? C'est pas la bonne question. C'est une autre question qui va vous apparaître dans 2 secondes. En fait, l'idée, c'était de vous demander quel examen est jugé comme le plus irradiant par le professionnel demandeur. Pour vous, est-ce le scanner, est-ce la radiologie conventionnelle, est-ce l'échographie ou est-ce l'IRM? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, si vous ne le voyez pas apparaître, il faut aller le chercher dans les petits onglets du bas. Si vous avez le même réglage que moi, là où il est marqué chat, questions, sondage, participants, et donc dans sondage, il suffit juste de cliquer pour soumettre votre vote. Après avoir cliqué dans la petite case, ce que je fais par exemple, vous soumettez votre vote et comme ça, on voit un peu ce qu'il en est. J'ai actuellement 18 votants. Si les derniers veulent bien se positionner, il n'y a rien à gagner, donc c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On a le droit de se tromper. Et on est là pour apprendre, donc pas de difficulté particulière avec ça. Presque tout le monde. On est à 19 votes. Globalement, on se rend compte que dans 95% des cas, vous dites le scanner. Je pense que du coup, le message a bien été passé. Voilà. Merci d'avoir répondu. On reprend du coup l'exposé. Excusez-moi, j'avais oublié le micro. Oui, donc là, je vous ai mis une diapositive qui permet de situer les différents examens par rapport aux autres en termes de rayonnement ionisant. Et c'est assez intéressant, plutôt que de vous donner des chiffres que vous allez oublier tout de suite, ces doses de rayonnement ionisant étaient classées en équivalent radiographie pulmonaire, qui est un des examens les moins irradiants, et également en jours de rayonnement naturel. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle beaucoup de rayons là, mais que tout le monde, 100% de la population, est exposé en permanence à un rayonnement naturel qui, en France, se situe entre 2 et 3 millisieverts et en moyenne de 2,4 millisieverts par an. Ce rayonnement naturel est de plusieurs origines. Il y a le rayonnement terrestre qu'on appelle également tellurique, qui est lié à la radioactivité naturelle du sol et des roches, en particulier de l'uranium 238, qui se désintègre en permanence et qui contribue à l'irradiation de tous les êtres vivants sur Terre. Il y a également le rayonnement cosmique, les rayons cosmiques dont l'immense majorité est arrêtée par l'atmosphère, mais dont une petite partie arrive sur Terre. Et ce rayonnement cosmique, il faut savoir qu'il augmente de 0,5 millisieverts tous les 1000 mètres. C'est-à-dire que les populations qui habitent en haute altitude, dans les Alpes par exemple, à 1500 mètres d'altitude, on n'est plus soumis à un rayonnement cosmique que ceux qui sont à hauteur du niveau de la mer. Et puis il y a également le rayonnement interne. Le rayonnement interne, il y a plusieurs
causes de ce rayonnement interne. Il y a le rayonnement du corps humain, parce que le corps humain, dans toutes les molécules et les atomes qui nous composent, il y a des atomes de carbone 14, de phosphore, etc., qui sont radioactifs, et on est en permanence émetteur de radioactivité, bon, à des doses faibles évidemment. Il y a également l'alimentation, qui est une source de radioactivité. Et puis, il y a également, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, le radon, le radon qui est un gaz dérivé de l'uranium 238 et qui est omniprésent, plus fréquent dans certaines régions, en particulier les régions granitiques, comme en Bretagne par exemple, et qui se concentre, ce gaz radioactif, dans les lieux clos, en particulier dans les habitations, d'où l'importance d'aérer en permanence, non seulement à cause du Covid, mais également à cause de ce radon en question. Et dans certaines régions, ça peut même être un sujet de santé publique. Enfin, quoi qu'il en soit, le rayonnement naturel est quand même, vous voyez, de 2,4 millisieverts par an en moyenne. Et donc, à droite, vous avez l'équivalent en irradiation selon les différentes techniques d'imagerie. Vous voyez que l'échographie, l'IRM, bien sûr, c'est 0. La radiographie d'un membre, un petit doigt, une main, etc., c'est très peu irradiant. Hein. Ça représente 0,2 cliché pulmonaire, 1,5 jours de rayonnement naturel. Panoramique dentaire, 0,5 cliché pulmonaire. Une radio pulmonaire, c'est 7 jours de rayonnement naturel. Une mammographie, 20 jours. Et dès qu'on arrive après scanner du crâne, on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, c'est une scanner du crâne, c'est quasiment 1 an de rayonnement naturel. Scanner du thorax, 900 jours. Scanner abdominopelvien, 1500 jours de rayonnement naturel. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses variations en fonction des techniques d'imagerie. Alors, la limitation, le troisième principe, bien sûr, c'est d'utiliser des doses suffisamment basses pour qu'aucun effet non aléatoire déterministe n'apparaisse. Bon, ça, en radiodiagnostic, ça c'est toujours le cas. Et surtout que la probabilité des effets aléatoires non dose dépendants soit tolérable et acceptable. Alors, il y a la connaissance et la communication des doses délivrées dans le compte-rendu médical. Il faut savoir que depuis maintenant un certain nombre d'années, cette communication des doses est obligatoire. Et sur tous les comptes rendus d'imagerie, vous avez la dose. Alors, ça paraît un petit peu abscon, vous voyez un chiffre qui n'est pas très parlant, mais enfin, c'est quand même utile d'un point de vue épidémiologique. Alors, il faut savoir que c'est obligatoire pour la tête, le cou, le thorax et l'abdomen, pas pour les membres, mais en pratique, comme maintenant ça se fait automatiquement, c'est quasiment dans 100% des cas communiqué. Et puis, ça permet également de juger de l'effet cumulatif des examens dans le temps, d'où la nécessité d'une indexation de ces examens dans le temps. Et pour ça, il y a un outil qui est un petit peu méconnu, semble-t-il, des praticiens. Et je pense que le docteur Coutenier va nous en parler. C'est carnet de santé. Oui, en fait, c'est assez surprenant. Moi, j'avoue que dans ma pratique personnelle, j'avais pas noté de façon très évidente que cette page elle existait. Donc, je pense que personne ne peut vous en vouloir de ne pas le savoir. Mais du coup, maintenant, c'est peut-être intéressant de faire un focus de cette partie-là. Donc, ça se situe tout au fond du carnet de santé, dans la nouvelle mouture. Il existe d'ailleurs depuis toujours. Hein, j'ai été vérifié dans mon carnet de santé. Je vous donnerai pas l'âge, mais c'est il y a bien longtemps. Et il y avait déjà la possibilité de mettre ce genre de choses. Donc là, ça se situe juste à la fin, juste avant les vaccinations, et vous retrouvez ce qu'on voit ici sur l'image, hein, le type enfin la date bien sûr d'abord, la région examinée, ensuite la dose estimée reçue, après le numéro d'agrément du praticien et le cachet. Ça semble important parce que comme on vous l'a décrit depuis tout à l'heure, si vous attendiez une dose spécifique, etc., on n'a pas forcément ces éléments-là, mais dans le cadre du suivi, il reste important d'une part de se rendre compte que cette page, elle est fort remplie ou pas fort remplie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'examens qui ont déjà été faits, donc on peut, parce que nous, on n'a pas toujours les PACS pour voir ce qui a été fait antérieurement, et ça permet de communiquer avec tout le monde sur le fait quels examens ont déjà été faits finalement, est-ce que c'est vraiment pertinent. Donc,
Je sais bien qu'il y a dans les logiciels médicaux maintenant cette possibilité-là, mais malheureusement, comme on partage pas tous le même logiciel médical, on n'a pas toujours l'information. Et donc, le carnet de santé reste un élément important pour permettre de communiquer. Ça nous permet donc de savoir s'il y a déjà eu les examens et, in fine, vers quelle dose on va quand on cumule l'intégralité de ces éléments. Alors, on espère qu'avec le dossier médical partagé, tout ça pourra se cumuler, mais pour l'instant, de ce que j'en ai compris, vous me direz si je me trompe, Monsieur Guilbault, mais je ne crois pas que ça soit directement intégré et qu'il y ait une dose calculée complète. Je viens de le mettre là. C'est bon? Voilà, excusez-moi. Non, à l'heure actuelle, effectivement, il y a dans le DMP, il n'y a pas la dose indiquée en tant que telle, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une transmission automatique des comptes rendus d'imagerie par nos logiciels, par nos RIS, nos systèmes d'information radiologique, dans le DMP. Donc, comme les comptes rendus sont en PDF sont intégrés dans le DMP, on peut retrouver les doses dedans. Il est sûr que dans le futur, alors la prochaine étape, ça va être, mais c'est pas encore fait, mais c'est la brique 2 du Ségur, ça va être la possibilité d'envoyer les images dans le DMP, plutôt que le DMP permettra d'accéder aux PACS des différents intervenants. Et puis, on peut espérer que peut-être un jour, il y aura la possibilité d'une indexation directe de la dose d'irradiation à travers une addition, si je puis dire, des différentes doses dans ce DMP. Il faut savoir que, à côté, je vous ai parlé des PACS tout à l'heure, c'est-à-dire les systèmes d'archivage des images, mais il y a déjà des DACS, c'est les systèmes d'archivage des doses, mais c'est monocyte en fait, hein, c'est pas du tout partagé à l'heure actuelle, mais ça existe toujours. On peut imaginer que peut-être, j'espère, dans le futur, ça sera intégré dans ce DMP. Alors, juste pour finir sur le carnet de santé et les doses, en radiographie standard, il y a l'unité, c'est ce qu'on appelle le PDS, produit dose surface, et en scanner, c'est le PDL. Et c'est ce qui est indiqué, on vous a mis ici deux exemples, hein, dans les comptes rendus, hein, donc avec un PDS et un PDL, sur ces deux exemples. Alors, à côté du carnet de santé, il a été développé maintenant, il y a presque une quinzaine d'années, il y avait un premier outil sur Internet qui s'appelait le GBU, le Guide de bon usage des examens d'imagerie médicale, qui avait été fait à l'initiative de la Société française de radiologie et qui regroupait de façon interactive les indications des différents examens en fonction des situations cliniques. En 2020, de mémoire, cet outil a été complètement refondé et nettement amélioré. Et maintenant, vous avez en ligne, vous pouvez vous connecter, vous faites ADERIM, c'est l'acronyme qui signifie Aide à la demande d'examen de radiologie et d'imagerie médicale, qui est un site assez convivial et qui vous permet d'essayer de se positionner dans le difficile dédale des examens d'imagerie pour le praticien. Alors, les objectifs de ce guide, c'est de réduire l'exposition des patients par la suppression des examens d'imagerie non justifiés et en se posant les bonnes questions préalablement à la demande d'un examen d'imagerie médicale. C'est également de réduire l'exposition des patients par l'utilisation préférentielle des techniques non irradiantes, et je réinsiste encore une fois, les ultrasons et l'IRM. Et puis c'est également d'améliorer les pratiques cliniques par la rationalisation des indications des examens d'imagerie. Alors ces examens d'imagerie, on va le voir en live après, j'espère que ça va marcher. Ils ont été classés en indication de première ou deuxième intention. Et également, dans certaines situations cliniques, il y a l'absence d'indication d'examen d'imagerie. Et puis, ils ont été gradés en 3 priorités. En rouge, la priorité 1, c'est vraiment un examen en urgence, au plus vite. Priorité 2, à réaliser dans les jours ou la semaine qui vient. Et priorité 3, sans urgence, dans les semaines qui suivent. Ces examens ont été également classés dans une cotation de 0 à 4.
en fonction de la dose qu'il délivre. Donc 0, bien sûr, ultrason IRM. 1, bon, on retrouve ce que je dis tout à l'heure, hein, radiographie pulmonaire des membres, etc. Et puis ensuite, en classe 2, la radiographie du bassin, le scanner du crâne, etc. Et puis les scanners plus irradiants dans les classes 3 et 5. Et il a été également ajouté ce dont je ne vous parle pas et je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, toute la problématique de la médecine nucléaire. Alors, comment ça se présente? Tu veux intervenir? Oui, juste pour rebondir sur ça, sur sur la slide d'avant, parce que justement, on a une question dans les questions sur, je vois les examens particuliers où les TDM sont particulièrement en classe 4. Donc, il y a une de nos participantes qui dit, pendant la grossesse, devant la position en siège du fœtus, un scanner du bassin a été prescrit. À quel point c'est toxique? Même si pendant le scanner, la femme portait un tablier protecteur. Est-ce que ça, c'est une question sur laquelle on peut répondre? Oui, on peut répondre. D'abord, donc je suppose que c'était en fin de grossesse. Donc en fin de grossesse, le risque de l'irradiation, tout ce qui est morphologie, migration neuronale et tout ça est terminé. Et donc, il a été prouvé que même pour un scanner, ce qui n'est pas du tout souhaitable, mais aux doses actuellement, il y a eu plein d'études là-dessus, aux doses actuellement utilisées, là, il n'y a pas de conséquences prévisibles pour le fœtus. Il faut se souvenir également que de temps en temps, on est amené, pour faire des pelvimétries, à faire des scanners chez les femmes enceintes en sélectionnant des doses. On ne fait pas des spirales, on fait quelques coupes en basse dose, mais bon, ça existe. Ça ne sera pas du tout le même cas si l'irradiation s'était produite, mais alors là, en général, la femme ne sait pas qu'elle est enceinte, beaucoup plus tôt dans la grossesse. Alors, l'interface de recherche dans cet outil Aderim, hein, j'espère que si vous pouvez vous connecter, vous pouvez le faire, hein, est assez simple. Hein, il y a 3 onglets d'entrée dans l'outil. Il y a le motif de consultation. Alors, vous voyez, c'est classé face écoute, œil et vision, oreille, audition, etc. Il y a également par pathologie, une entrée par pathologie. Et puis, il y a également une entrée par mot-clé. Alors, si le mot-clé ne marche pas, on peut aller dans la pathologie ou la consultation. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas uniquement pour les enfants. Hein. Ça, c'est un outil qui est destiné à l'ensemble des situations cliniques rencontrées, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Mais lorsqu'il y a une spécificité chez l'enfant, en général, c'est indiqué. Hein. Alors donc là, on pourrait peut-être en profiter pour l'utiliser. Je demande à ma voisine de se connecter, puisqu'il y avait des questions en particulier sur l'utilisation de l'imagerie médicale dans les scolioses qui avaient été posées. Donc là, on s'est connecté et vous voyez que on a tapé scoliose hein, dans la demande sur l'outil Aderim. Et donc, scoliose, vous voyez, il y a chez l'enfant, chez l'adulte. Chez l'enfant, eh bien, en première attention, c'est les radiographies, bien sûr, du rachisme en orthostatisme. La première radiographie, elle est faite de face et de profil. Ces radiographies sont indiquées pour le bilan initial et le bilan préopératoire. Par contre, l'outil Aderim nous indique qu'elles ne doivent pas être répétées de façon systématique en dehors des périodes d'évolutivité clinique manifestes. En effet, la radiographie du rachis expose de nombreux organes sensibles au rayonnement ionisant et qu'un cliché de face seul, effectivement, peut être suffisant pour le suivi. La mesure de l'angle code de Cobb se fait sur le cliché de face. C'est uniquement sur la première exploration d'une scoliose qu'on fait le face et profil. Ensuite, en général, y compris lorsqu'il y a des corsets, tout ça, on fait juste une incidence de face. Et puis, je vous répète également, il ne faut pas hésiter maintenant à adresser le patient dans un temps d'imagerie qui dispose d'une technique EOS qui réduit considérablement l'irradiation pour l'étude du rachis. Et puis, vous voyez, pour chez l'enfant, vous avez en deuxième attention IRM pour les cas particuliers
quand il y a un contexte malformatif, une scoliose douloureuse, des signes neurologiques, ou dans le cadre d'un bilan préparatoire, mais ça c'est quand même une minorité des cas de scoliose. Et puis, dans des cas très particuliers, pour étudier des déformations vertébrales complexes, on peut être amené à faire un scanner. Et puis oui, à côté, il y a l'adulte. Donc là, bon, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est prévu. Voilà. Et donc, beaucoup d'items comme ça distinguent bien, lorsque c'est pertinent, l'enfant et l'adulte. Voilà. Donc, alors, il faut pas oublier également, je voulais vous dire que cet outil, il a été développé non seulement par la Société française de radiologie, mais également avec une grosse collaboration du Collège de médecine générale, ce qui fait qu'on peut espérer que cet outil est particulièrement adapté à la pratique en médecine générale. Et du coup, pour voir un petit peu, je vous propose de retourner dans l'onglet sondage et vous allez avoir de nouveau une nouvelle question qui va apparaître. Alors là, moi j'ai la précédente, mais j'imagine que hop, elle change, voilà, elle arrive. Et donc vous l'avez bien en haut de votre fenêtre. Et donc la question est la suivante: connaissiez-vous l'outil Aderim? Oui, je l'ai utilisé. Oui, mais je ne l'ai pas utilisé. Non, mais je le juge pertinent. Et non, et je ne le juge pas pertinent. Je vous laisse voter, du coup. Je n'ai pas soumis mon vote, je ne vois pas les résultats. Ouais, je pense qu'on a presque fait le tour. Voilà, donc on voit que globalement, c'est pas forcément un outil a priori que vous connaissiez, mais ça vous semble utile d'avoir appris la connaissance ce soir. Et j'imagine que en mettant ça dans un coin quelque part, vous l'utiliserez assez facilement dorénavant. Questions? Non, il y a des questions. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Donc là, on arrive au terme de cet exposé sur l'exposition des enfants aux radiations ionisantes. Donc, en résumé, je pense qu'il faut être bien conscient de la problématique du scanner, en particulier chez ces enfants, qu'il faut savoir les limiter au maximum. D'un autre côté, il faut toujours garder en tête la balance bénéfice-risque. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir faire de scanner de façon systématique, parce que le scanner peut se révéler quand même extrêmement utile, en particulier en neuroradiologie, en cas de traumatisme crânien grave. Je pense que de ne pas faire un scanner sera une faute. Mais bien sûr, toujours bénéfice-risque. Également, toujours penser à la possibilité d'une substitution par une autre exploration, en particulier échographie IRM. Se rappeler des 3 grands principes de radioprotection, et en particulier du premier qui est la justification et qui concerne au premier chef les praticiens demandeurs des explorations d'imagerie. Également, je voudrais souligner, on l'a souligné, l'intérêt du remplissage du carnet de santé, et puis également de l'outil Aderim, qui est un outil d'aide à la pratique quotidienne, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser de façon large. Voilà. Et puis, on avait également souligné, oui, le rôle d'accompagnement des parents par le médecin généraliste ou le pédiatre, de bien leur expliquer, de ramener le carnet de santé. Et puis, je sais que certains parents sont très demandeurs, je le vois bien même dans ma pratique, moi, d'examens complémentaires. Et de temps en temps, il est difficile de refuser un examen. J'espère que les quelques éléments que je vous ai exposés ce soir vous aideront
dans ce cas de figure. Voilà, docteur Coutet. Oui, non, juste rajouter et d'abord vous remercier de cet exposé clair. Ensuite, dire que dans le logiciel, enfin dans l'aide à la pratique Adérim, il y a la possibilité pour chacun d'entre vous de pouvoir mettre des suggestions en fait. Donc c'est un outil qui est évolutif. Donc ça aussi c'est intéressant parce que c'est participatif et puis ça permet de répondre à certaines des questions qui se posent ou qui n'auraient pas de réponse tout de suite si vous cherchez quelque chose. Voilà, c'est un outil qui peut évoluer, donc ça c'est là aussi intéressant. Après peut-être pour l'instant je vois pas beaucoup de questions supplémentaires dans le chat, donc je vais peut-être profiter de prendre celles qu'on avait reçues en préparant ce webinaire, histoire qu'il n'y ait pas de frustration sur l'absence de réponse à ces questions. On en avait discuté, nous, un petit peu en amont, et une des questions, c'était quand faire et surtout quand ne pas faire de radio lors de la suspicion du suivi des scolioses. Bah, ça, on en a parlé, donc je pense que on est tranquille avec ça. Avec quelle incidence et quelle fréquence, pareil. On a dit plutôt au départ, on fait un bilan. Ça, on a besoin de plusieurs incidences, mais on fait plutôt de l'EOS. Et puis après, dans le suivi, a priori, juste pour calculer un nombre de COB. Je pense qu'il faut le faire quand on en a besoin. Enfin, c'est l'idée même. Faire une radio pour la faire, juste pour la faire, ça, clairement, on a dit aujourd'hui que ça n'avait pas de sens. Et après, pour les entorses du genou, des enfants qui marchent, on en discutait ensemble, hein, a priori. Si l'enfant marche, je pense que l'abstention d'imagerie me semble nécessaire. Si les douleurs persistent, s'il y a un épanchement important, etc., on peut être amené à réaliser. Alors, je pense qu'en matière d'ostéo-articulaire, il faut quand même ne jamais oublier la radiographie standard, parce que la radiographie standard, c'est un examen, vous savez, qui est finalement peu irradiant et qui apporte beaucoup de réponses, en particulier en matière d'os, mais également pour les tissus mous, la présence d'un épanchement, etc. Et puis après, s'il y a vraiment, donc s'il y a un épanchement en particulier, si les douleurs persistent, il faut pas hésiter de temps en temps à passer à l'IRM, bien sûr. Donc ça, c'est sûrement pas les scanners, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, on retient que le simple conventionnel, c'est quand même pas si radiant que ça. Donc, quand on en a besoin, on y va. Et puis, quand ça dure et qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'éléments, on ira probablement à du pas très irradiant qu'est l'échographie ou l'IRM, a priori, dans la mesure où c'est disponible plutôt de l'IRM pour un genou, je crois. Et voilà. Et limité tant que faire se peut à des indications très très spécifiques le scanner. Effectivement, en ostéo-articulaire, je vous ai parlé de l'IRM, mais pour beaucoup d'articulations, en particulier par exemple la cheville, qui est un problème fréquent, l'échographie répond très très bien à l'étude des tissus mous, en particulier dans les entorses, dans des ligaments latéraux de la cheville. Ils sont bien visibles en échographie. Alors c'est un truc qu'il faut savoir, parce que on a toujours tendance à demander les examens trop vite. En échographie, c'est mieux au bout d'une semaine, parce qu'au début, il y a un tas d'hématomes, tout ça, on voit pas grand-chose. Il vaut mieux attendre, surtout qu'il n'y a jamais d'urgence à réaliser une échographie. Alors, je sais, on nous a fait la remarque, il me semble, que l'échographie, ça se heurte au délai de rendez-vous d'examen. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a souvent des délais relativement importants. Parce que l'échographie, c'est un examen qui nécessite une présence, une participation humaine, évidemment. Ça se fait pas tout seul et il y a des délais incompressibles. De plus en plus, on a des manipulateurs maintenant radio qui se forment à l'échographie, ce qui permet un peu de désengorger certains services. Mais bon, ça reste compliqué de répondre rapidement à la demande en échographie. C'est un des problèmes qui avait été soulevé en amont de ce webinaire. Ouais, et puis je sais pas si vous avez le droit de dire ça, mais moi je pense que j'ai le droit de le dire. C'est pas parce que c'est pas irradiant qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça aussi, ça vous aide, j'imagine, à ce qu'on trie correctement les indications, même quand c'est pas irradiant. Tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que l'échographie, en particulier ostéo-articulaire, c'est quand même une technique un peu complexe, qui nécessite une formation approfondie. Je dirais que c'est plus compliqué
d'examiner en échographie une articulation que de chercher des calculs dans la vésicule, pour parler. Et donc, ça nécessite effectivement du temps. Alors, on avait dit qu'on avait 1 heure. Moi, je suis ravi parce que je trouve que on est pas mal, on est dans le timing, donc bravo à tout le monde. Il y a, on vous avait dit en début de webinaire qu'il y avait dans le chat, et je pense que ça va apparaître maintenant, un petit questionnaire de satisfaction. Si ce serait très gentil de nous le remplir, parce que nous, on a besoin de ça dans les évaluations. Ça reste très important de savoir si nous, on vous a préparé quelque chose en pensant que ça pouvait être utile, et voilà, mais ça semble important quand même qu'on puisse l'évaluer et être sûr que ça a répondu à vos besoins. Donc, ne partez pas sans avoir cliqué sur le lien dans le chat et exprimez ce que vous avez à exprimer sur ce webinaire. Je ne vais pas conclure. Je vais laisser l'organisatrice du webinaire conclure. Je vais quand même, par contre, remercier le Dr Guilbault qui nous a apporté beaucoup d'explications ce soir. Merci beaucoup, Dr Guilbault. Merci docteur Guilbault, merci docteur Coutonier. Donc on vous laisse vraiment 2 petites minutes, c'est très rapide pour remplir le questionnaire de satisfaction. Comme l'a dit le docteur Coutonier, on en a besoin aussi pour évaluer du coup nos actions. Donc je vous remercie, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire, en espérant qu'il a pu répondre à vos questions. Donc je vous enverrai aussi le dossier pédagogique où figurera le support de ce soir, avec un autre fichier pour prendre connaissance un petit peu de l'exposition du coup des enfants aux rayons ionisants. Donc vous allez le recevoir, et puis à la fin aussi de cet événement, vous allez recevoir aussi le replay automatiquement du webinaire, au cas où si vous avez raté des petites parties ou si vous voulez le revoir pour ou le diffuser aussi également à d'autres confrères et consoeurs pour qu'ils prennent aussi ces informations pertinentes qu'on a eues ce soir. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas, et puis je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis peut-être à bientôt dans le cadre d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à tous.